Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de 24, le podcast réalisé par les membres de 24 Seconds, le forum de Basket USA. Ici Gugur, très content de vous retrouver. Je suis en compagnie aujourd'hui de Xarfios. Comment tu vas ? Nickel, et toi ? Eh ben écoute, toujours aussi bien. Et puis on a aussi avec nous Davs. Comment ça va ? La forme. Eh ben écoute, c'est parfait. Du coup, aujourd'hui, on va parler des mauvaises signatures présumées de la Free Agency après le premier épisode qui était sur les bonnes signatures. Donc moins de fun à l'horizon, mais on va essayer de tirer des conclusions hâtives intéressantes. Daz, je te laisse ouvrir le bal. Quelle est ta mauvaise signature de l'été, toi ? Pour moi, c'est la signature de Vucevic à Orlando. Pourquoi Vucevic ? Quand on analyse tout simplement le salaire qu'il a, on est à 22 millions et demi par an. Franchement, c'est pas incroyable, c'est un salaire moyen pour un joueur comme lui. 90 millions sur 4, ça l'engage quand même en 2 sur 4 ans. Et surtout, on rajoute Terrence Ross qui est à 13,5. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est les possibilités qu'il y a derrière. Les conséquences. Parce que pour le coup, c'est Orlando, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont un gros trou sur un poste, c'est le poste de meneur. Et ça, pour le coup, rien n'est réglé. Ils ont repris les mêmes joueurs que l'année dernière. Ils ont repris Michael Carter-Williams. Ils ont toujours on ne sait pas s'il va jouer ou pas. Et puis ils ont toujours DJ Augustin qui fait son taf, très bien, mais qui est loin d'avoir un niveau pour être un meilleur titulaire. Et donc ça c'est pas réglé. Toujours le même souci. Faut pas oublier qu'ils finissent dans le ventre mou de la ligue sur les 5 ou 6 dernières saisons, c'est-à-dire soit ils finissent au bord des playoffs, soit ils finissent comme la saison 8ème de ric-rac, et souvent parce que les équipes d'en dessous n'ont pas été capables de jouer à leur niveau. Je pense à Washington par exemple. Et puis surtout, moi ce qui me gêne, c'est que c'est toujours les mêmes erreurs au niveau du développement des jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont des jeunes à développer, ils ont Bamba, ils ont Isaac. Alors Isaac pense un peu plus de temps de jeu que Bamba, j'ai pas vérifié. Mais Bamba, ce sera la prochaine le remplaçant de Vucevic. Peut-être qu'il n'a pas le niveau pour faire mieux, mais quand tu draftes un joueur comme ça à la place où il a été drafté, à terme, c'est quand même pour que tu le fasses progresser. Et là, le problème, c'est qu'il va pas progresser si on lui file pas des minutes, si on lui file pas des choses à faire sur le terrain. Et là, on va juste lui demander de rentrer, de faire souffler Vucevic et de défendre. Donc ça me gêne un peu. Après, à voir. Si cette signature elle est jumelée durant la saison par un transfert, par exemple des jeunes joueurs comme Bamba, comme Isaac, contre eux, un bon meneur qui peut leur faire franchir un palier, pourquoi ? Mais en l'état, je pense que cette équipe elle est condamnée, du coup, sur les 4 prochaines années, vu les contrats, à ne faire que du surplace, c'est-à-dire avec un peu de chance jouer la 8ème place, se faire sortir au premier tour, et sur les mauvaises années, sur les blessures ou quoi, revenir à la 10e, 11e place à l'Est. Donc je trouve ça dommage, et pour moi, Orlando, ça continue à ne pas avancer du tout. Alors il y a déjà un premier point que tu as dit, c'est qu'effectivement ils tournent autour de ce ventre mou-là, et peut-être qu'ils ont été victimes de leur succès l'an dernier en fait, parce que s'ils vont pas en play-off, ça peut peut-être se jouer différemment pour le dessin de Vucevic. Après, l'autre chose aussi, c'est que peut-être plus positive et peut-être avec un peu plus d'espoir, c'est que ça va être la première année, je crois, ils vont avoir un coach pour 2 ans d'affilée, depuis les 5-6 dernières années. Ça c'est vrai. Après, moi je me pose la question de l'équipe. Est-ce qu'Isaac est capable de gagner un niveau de All-Star avec le peu de temps de jeu qu'il va avoir? Est-ce que Bamba est capable de devenir l'un des meilleurs défenseurs de la ligue s'il se contente de 15 minutes derrière Vucevic? J'ai de gros doutes. Et en attendant, le collectif se construit toujours pas, puisque c'est toujours DJ Augustin qui est meneur de jeu. Donc je vois pas où est-ce que ça peut aller, à part 3 dans le mur. Toi, Xarf, t'aimes bien la paire Isaac Gordon, je crois. C'est surtout qu'elle va bien avec Vucevic pour le coup, parce que lui a tendance à libérer la raquette, quand Gordon et Isaac sont 2 profils qui vont pouvoir profiter de leur physique proche du cercle, donc ça colle bien. Et en même temps, les deux masquent aussi un peu les faiblesses défensives de Vucevic en étant très bon en aide, alors que lui a justement besoin d'aide parce qu'il est plutôt lent et il se fait souvent dépasser sur pick and roll.
Donc je trouve que la paire va bien. Après, c'est pas non plus une signature qui m'a fait sauter au plafond en me disant ouais, c'est trop bien qu'il reste. Ouais, moi c'est ça le truc de vouloir jouer la continuité. Pour la première fois depuis quelques années, tu joues dans les playoffs. Forcément, tu as envie de continuer avec cette équipe-là, mais dans ce cas-là, il faut bouger sur d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais de tes jeunes? Est-ce que tu bouges pour aller chercher du Mike Conley, du Ricky Rubio, je sais pas, n'importe quoi, mais quelque chose qui te fasse vraiment passer l'équipe de la 8e, 10e place à la 5e, 7e place. C'est vrai que... Ouais, mais est-ce qu'ils ont quoi aller les chercher par contre? Parce qu'ils je sais n'ont pas pas, grand-chose à vendre et sur le peu de choses qu'ils ont, ils ne veulent pas le vendre. Alors après, Ouais. ils avaient un peu d'argent, ils ont préféré le mettre sur Al-Farouk Aminu. Il y avait peut-être Et pour effectivement ça, un Thomas c'est ça, Satoransky qui était on en a disponible, pas on parlé, parlait. mais Farouk Aminu, Je t'en prie, je t'en prie. il va être le backup de Gordon. Mais je pense qu'il va aussi prendre des minutes à Isaac parce que Aminu, c'est quelqu'un qui jouait beaucoup l'année dernière. Donc il va sans doute jouer poste 3 et poste 4. Donc encore une fois, Isaac il va perdre du temps de jeu par rapport à la saison dernière. D'autant que Terrence Ross joue aussi quelques minutes sur le poste 3. C'est le backup de Fournier, mais il joue également sur le poste 3. Donc au final, encore une fois, du côté de Orlando, ça sacrifie un petit peu le temps de jeu des jeunes, leur développement pour des joueurs qui leur apportent pas forcément une plus-value immédiate à mon sens. il n'est pas optimisé, ça c'est clair. Il leur manque encore un gros porteur de balle qui va faire des différences. Ça, c'est C'est l'élan. ça, et moi je pense que si t'as des joueurs, je sais pas, moi, alors après il faut faire des salaires, mais si tu vas chercher Conley avec un jeune et puis du contrat finissant un peu pourri que vous devez avoir dans l'effectif, je pense que Dondo passe dans une autre catégorie d'équipe, tu vois. Ça, je suis complètement d'accord. Conley leur aurait fait passer un gros cap. Mais Après, après, il y aura d'autres après. Hein. Alors du côté de Chicago, il y a Chris Dunn à donner. Chicago, j'ai dit du côté de Chicago, si Orlando veut, je passe un message là au GM, il y a Chris Dunn qui est disponible. Hein. Ils nous ont déjà repris Jerian Grant la dernière fois. Je suis pas sûr qu'ils aient aimé l'expérience et qu'ils veulent le reproduire. Bah ça va, Je pense que... il a fini en Chine, Ryan Grant, tout va bien. Bah, ça m'étonne. Mais je pense qu'il y a d'autres meneurs à aller chercher. Donc il y avait des trucs à tenter. Et le problème d'Orlando, c'est qu'ils tentent rien. Ils gardent juste les mêmes joueurs et on refait pareil. Pour moi, ça peut être l'erreur qui fait que dans un an, on va se dire c'était bien, Orlando encore une année perdue. Ouais, ça s'entend. Ça s'entend. C'est vrai qu'il va falloir voir maintenant le développement des jeunes, comme tu disais, et puis il va falloir voir si par contre la continuité va leur être bénéfique. Et écoute, je vais enchaîner sur... Je finis là-dessus, désolé. Ils ont fait la même chose pour Oladipo. Ils ont lui ont changé de poste, après ils lui ont mis des joueurs dans les pattes. Fournier en est le parfait exemple. Pour finir par le trader à OKC et où est-ce qu'ils explosent? Indiana, parce qu'ils n'ont pas su le développer jusqu'au bout. Donc si c'est faire pareil avec tous les jeunes qui passent par Orlando, je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est vrai que quand tu regardes un petit peu leur dernière draft à Orlando, t'as beaucoup de mecs, tu te demandes où est-ce qu'ils jouent maintenant, ou bien qu'est-ce qu'ils sont devenus. Par Isaac là qui performe bien, même Mobamba, il a pas l'air motivé à jouer, mais bon, effectivement. Mobamba, faut en parler, mais sa première saison c'est une catastrophe. Hein. Il est complètement largué sur un terrain de basket pour l'instant. Il est pas arrivé en forme. Il sort de Texas, il était pas en forme, mais on sent que le gars, le basket, c'est pas sa priorité. C'est pas sa priorité, et même là, ce qui se disait un peu dans les insights d'Orlando, c'est que même s'il a beaucoup travaillé sa musculature, et ça c'est bien, c'est pas le gars le plus motivé à l'entraînement. Ouais, mais dans ce cas-là, profites-en pour faire un paquet de contrats pourris que tu as dans l'effectif, avec DJ Augustine en plus, et puis tu vas chercher un vrai meneur de jeu. Ah non, je suis d'accord. Du coup, je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Personnellement, j'ai décidé de parler de Chris Middleton. Alors, si vous avez écouté la première émission, je reste totalement dans le Wisconsin. Chris Middleton, c'est un joueur de 28 ans, là, qui a signé pour 5 ans pour la modique somme de 178 millions de dollars, avec une team option en 2023 à 40 millions de dollars. Donc, je m'inquiète pas trop pour me dire qu'il va sûrement la prendre, cette option. Je trouve ça très très cher pour un joueur que j'apprécie, néanmoins, qui a été All-Star cette saison, qui est la seconde option de Milwaukee, mais qui est déjà assez âgé et puis limité. Alors, pour parler un petit peu de pourquoi je trouve cette scène compliquée, voire mauvaise,
c'est que sur le long terme, c'est assez difficile de se projeter en NBA parce que tout peut partir très vite, le cap peut exploser, il peut y avoir un trade. Mais bon, je me dis qu'en 2023, avec un Middleton qui aura 33 ans et 40 millions de dollars, c'est le genre de contrat où tu peux lâcher pas mal de tours de draft, quoi, pour t'en débarrasser. Sur le moyen terme, ça veut dire quand tu signes ce contrat-là que pour les proprios, ton roster c'est bon, c'est bouclé, c'est définitif. Tu peux plus maintenant l'améliorer à part avec le développement interne de tes jeunes et du coup du contrat minimum. Là, t'as loqué ton salaire, sachant que l'année prochaine, Giannis, il peut prétendre à une extension de contrat de 248 millions de dollars sur 5 ans. Alors, c'est un petit paquet, quoi. Et puis, je me suis amusé à regarder les estimations de cap. Donc là, pour 2021, on estime à 116 millions le cap. Donc, c'est pas un cap qui va vraiment exploser. Donc, c'est-à-dire que ton cap, là, il est bloqué par 4 joueurs, du coup, potentiellement. Donc, Middleton, Giannis, Bledsoe et Lopez, même si Lopez et Bledsoe, tu peux peut-être t'en débarrasser. Donc, est-ce que ce roster-là peut aller au bout en ayant perdu Brogdon ? Personnellement, je suis pas convaincu, mais bon, la concurrence est assez ouverte, donc pourquoi pas. Ce qui me gêne plus, c'est le choix sur le court terme. En préparant un peu l'émission... S'il ne prolonge pas, il faut quoi ? Ah bah, j'arrive, mon cher. J'ai entendu du coup pas mal ta remarque, là, ils ont pas le choix. Et ben là-dessus, je suis pas d'accord. Donc je suis allé un peu regarder mes chiffres. Le premier choix qu'ils ont à faire, c'est entre Brogdon et Middleton. Le choix, tu fais comme tu veux. Personnellement, je préfère Brogdon, mais ça s'entend. Maintenant, il y a un deuxième choix possible, c'est que avant la draft, donc c'est-à-dire avant de trader Tony Snell et le 30e choix de draft qui va devenir Kevin Porter Jr. et qui va coûter 2 millions environ, les Bucks, ils ont 77 millions de dollars engagés pour la saison qui va arriver. C'est-à-dire que si tu renonces à tous les droits, sauf celui de Brogdon avec un cap hold à 3 millions, t'as environ 29 millions de dollars pour recruter. Ça veut dire que tu peux aller signer, du coup, Lopez que tu peux re-signer. Tu peux garder Brogdon sur les boards une fois que tu as fini toute ton affaire. Et puis surtout, tu peux ajouter potentiellement, et c'est potentiellement, un Bogdanovic ou un Harrison Barnes. C'est-à-dire que les Bucks, ils ont un choix potentiel entre d'un côté Middleton Lopez et de l'autre côté Brogdon, Tony Snell, Lopez et Bogdanovic ou Harrison Barnes. Je sais pas ce que vous préférez. Personnellement, je préfère directement la deuxième option. Il y a un truc dans ton raisonnement, c'est qu'ils peuvent le faire cette saison, sauf que tu as parlé de la prolongation à venir de Giannis. Ouais. Et à ce moment-là, ils auraient plus pu avoir tous ces salaires. Parce que là, les salaires de Brogdon, plus quelqu'un que tu aurais signé, en plus, par exemple, quelqu'un à entre 15 et 20 millions, quoi, c'est ce qui leur serait resté. Ouais. Tu peux le faire cette année grâce au cap hold très faible de Brogdon. Ouais. Mais à partir de la saison prochaine, c'est les montants des salaires qui comptent. Et ces deux montants de salaire auraient été bien supérieurs au montant de salaire Middleton et ça aurait plus pu passer avec Giannis. C'est pas possible. Tu veux dire pour l'expansion ? Donc à partir de la saison 2020-2021, ça aurait plus été possible. Non, mais t'avais un an pour le faire. T'avais juste un an pour le faire. Peut-être, mais après, ça veut dire que tu dois tout déconstruire, et à mon avis, c'est bien galère. Pourquoi moi, je préfère l'option d'avoir gardé Middleton, et de là, pouvoir prolonger Giannis en l'état en gardant ton corps. Pourquoi tu déconstruis tout ? Finalement, t'as le même cap engagé. À la fin, in fine... Il y aurait eu plus, justement. Bah non, parce que Brogdon, tu le signes pour 20 millions, à peu près, donc finalement... 20 millions, ouais. Ouais, c'est ce que tu vas retrouver, et puis effectivement, t'ajoutes après, à côté de ça, 15 pour Barnes ou pour Bogda, et finalement, t'es en gros à 35 millions, 34 millions, et c'est ce que va toucher l'an prochain Middleton, hein. Avec les augmentations, je pense que Brogdon, t'en es pour 20 un peu plus. Je me souviens plus, Brogdon a son contrat progressif ou pas. Je regarde, c'est du 85 sur 4, et là, il est à 20-80, quoi, cette année. Donc, légèrement progressif. Et après, pour Barnes ou un autre joueur, tu aurais eu en gros du 16-17 millions de progressifs. Donc, à mon avis, par rapport à Middleton, tu te rajoutais du bien 7-8 millions. Là... 7-8 millions dans la taxe, parce qu'avec la promotion de Giannis, ils auraient été dans la taxe. Oui, ils sont dans la taxe. Dans la repeater, au bout d'un moment, ça commence à faire très très cher, je pense. Tu vois, je regarde un petit peu en même temps, t'aurais eu un écart de 4 millions à la fin. Et puis après, par rapport à quoi ? Entre garder, entre prendre Barnes ou Bogda et ajouter à côté de ça Brogdon,
Et le contrat de l'année prochaine de Middleton, t'as un écart de 3-4 millions, en gros. Donc perso, Moi, je pense qu'il y aura un peu plus, mais ok. moi je préfère cette option-là. Après, tu vois, t'as toujours des contrats comme Christian Wood dont tu peux te débarrasser, et des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que pour l'effectif, tu t'es enlevé un Brogdon qui va t'apporter peut-être un peu plus de choses qu'un Middleton que je trouve plus facilement remplaçable. Bah, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi le jeu de Milwaukee, si on le résume, hein, c'est grossier, mais en gros le plan principal c'est on a Giannis à l'intérieur qui attire et des joueurs autour qui sanctionnent à 3 points, Ouais. donc Giannis qui finit à l'intérieur. Mhm. Sauf que déjà Middleton s'inscrit très bien dans ce plan de jeu, là, c'est un super spot shooter, hein, j'ai regardé les stats tout à l'heure, il est 87e centile, c'est quand même excellent. Brogdon doit être très bien aussi, hein, je dis pas le Il est contraire. 95. Et par contre, là où il faut penser, c'est que la deuxième option de Milwaukee, parce que tu peux pas faire ça tout le temps, et de toute façon, tu as aussi Giannis qui sort de temps en temps se reposer, la deuxième option de Milwaukee, c'est de l'ISO. Et c'est de l'ISO qui ? De l'ISO Middleton. C'est le seul joueur de l'effectif qui pouvait la jouer. Donc tu perdais toute une option. Ah, mais ça, je suis... Derrière, tu faisais jouer ton ISO à qui ? À Brogdon, c'est pas possible. Tu la faisais jouer à Bledsoe. Je pense que tu avais un sacré down si tu faisais ça. Oui, tu perdais sur ce plan de jeu-là, mais... Il est élite en ISO aussi, Middleton. Hein. Il est 90e centile. Hein. C'est excellent hein, pour un joueur qui en joue autant. Ah, mais de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, c'est un joueur qui est très bon et sa perte aurait été dommageable. Mais je veux dire qu'entre... je te dis, perdre Snell et Brogdon et possiblement ajouter un autre joueur et juste Middleton qui va avoir un contrat qui va devenir... Oui, non, mais là, je suis pas d'accord. Pour moi, Snell, il devait le faire partir. Snell il devait perdre du salaire. Il pouvait pas garder Snell, Brogdon, signer un joueur en plus. C'était pas possible. Ah si, je te dis que si. Je te dis, ils ont 77 millions de dollars engagés en gardant Snell. Oui, mais tu rajoutes, alors les 3 millions de cap-hold de Brogdon. Donc t'as 80. Le contrat signé sur du cap space de Lopez, je crois qu'il est à 13. Donc ça veut dire que t'es déjà à 83. Lopez, il signe pour 12, quoi, mais oui. T'es à... 93, je veux dire, pardon. Il t'en reste 16 millions. C'est ça. Et dans ce cas, après, c'est ce que je te disais, t'exploses la taxe quand Giannis aussi une prolongation. Mais après, la question que vous avez l'air de poser, c'est en gros, c'est mieux de garder Brogdon. Pour moi, il n'y avait pas de bonne solution pour Milwaukee de toute façon, parce que le contrat de Middleton est trop haut, ça je suis d'accord pour le dire. Mais je pense qu'en fait, ça aurait été pire de le perdre, c'est tout. Que là, vraiment, pour moi, Milwaukee a une équipe qui joue le titre. Quand est-ce que Milwaukee a une équipe qui jouait le titre ? Vous imaginez la sacrifier au bout d'un an ? Pour moi, c'était impensable. Moi, je pose la question autrement, du coup. Plutôt que de savoir qui on aurait dû garder ou qui on aurait dû laisser partir, la question qui se pose, c'est peut-être qui était le plus facile à remplacer. Et pour le coup, pour moi, peut-être que je me trompe, mais le plus facile à remplacer, ça aurait été Lopez. Moi, j'aurais gardé Brogdon, j'aurais gardé Middleton. Et par contre, j'aurais pas re-signé Lopez à 13 millions. Lopez coûte moins cher quand même, et plus facile à remplacer. Je suis pas convaincu non plus. Son profil à la fois stretch et qui protège énormément le rebond défensif et la raquette, c'est quand même assez rare. Hein. Ouais, mais je pense que c'est rare qu'un profil à la Brogdon. Hein. Pour moi, Brogdon est au final le plus facile à remplacer. C'est qui va remplacer Brogdon prochaine, du coup ? George Hill a un peu ce profil. Après, George Hill, il est cuté. Je suis d'accord. Il est cuté, mais dans George le profil, c'est la même chose que Brogdon. Hein. Il est pas cuté, George Hill ? Peut-être dans le profil, ouais. Parce que je suis pas convaincu en tout cas, mais parce que sur le temps de jeu, ils ont pris de sur le temps de jeu, ils ont pris Wes Matthews, ils ont pris un peu de Korver qui devrait pas forcément jouer beaucoup, et puis t'espères que Dante DiVincenzo va exploser aussi. Ça, faut y penser à DiVincenzo qui, à mon avis, va être celui qui à terme va reprendre le profil de Brogdon. Ouais, pas dès cette saison, mais l'année suivante, je pense que c'est le plan en tout cas. Je pense aussi c'est moins fort défensivement, mais c'est plus créateur, quoi. C'est un côté, il me fait penser un peu à, j'avais dit pas mal Zach LaVine, mais en plus créateur et peut-être un peu moins athlétique, mais ça me faisait penser à ça à la fac en tout cas à Villanova. Ouais, mais après, je suis d'accord par contre avec lequel de disait ça, mais Milwaukee, premier de la conférence Est, c'est pas la même chose que Orlando dont on parlait avant. Là, dans ce cas-là, je peux comprendre que t'aies pas envie de sacrifier ton équipe, que t'aies pas envie de reconstruire, que t'aies envie de jouer la continuité, parce que t'as une vraie chance d'aller en finale NBA. Donc là, c'est différent. Et là, dans ce cas-là, oui, tu peux te prendre des mecs sur des contrats de 4 ou 5 ans, même si dans 5 ans, ce sera difficile. Peut-être, mais peut-être que l'année prochaine, tu peux aussi, avec ce même groupe, aller jouer les finales NBA. Donc,
c'est une chance rare, hein. Faut la tenter. De toute façon, Milwaukee est pas dans une situation à plaindre. Là où je trouvais le contrat vraiment pas bon, effectivement, c'est que de mon sens, Middleton était plus facilement remplaçable. Après, ça, qu'on soit pas d'accord, je l'entends totalement aussi. L'effectif, je le trouve moins bon que l'année dernière, clairement. Et puis à côté de ça, effectivement, sur le long terme, c'est dur de se projeter, hein, mais je vois pas trop si ça marche pas ce que peut faire Milwaukee. Ça veut dire que là, vraiment, maintenant, c'est définitif. Tu peux plus te planter et faut que ça y aille, quoi. De toute façon, si ça marche pas, il y aura pas beaucoup d'issues. L'issue, ça va être que Giannis finira par. Si ça marche pas, comme toutes les stars choisissent désormais où elles veulent jouer au bout d'un certain moment. Donc si Giannis ça marche pas, Milwaukee s'il n'arrive pas à avoir l'équipe qu'il veut à côté de lui, il partira et Milwaukee devra reconstruire. Mais de toute façon, en l'état là, autant jouer la carte à fond. Hein. Je pense que c'est la meilleure carte à jouer à l'heure actuelle. Ouais, ça s'entend. Et puis du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y avait une dernière chose qui rentrait en compte, après on va passer, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disaient aussi il fallait signer Middleton pour faire plaisir à Giannis. Et ça, j'ai beaucoup de mal à accepter cette décision-là, même si ça reste une réalité parfois, hein. Il fallait signer Middleton pour faire plaisir à Giannis. Pour faire plaisir, je trouve ça fort, et puis on n'est pas dans les vestiaires, je connais pas leur relation, après ça a peut-être joué un peu, et je pense que plutôt que pour faire plaisir, c'est plutôt que je pense aura envoyé un mauvais signal de le laisser partir. Ouais, surtout. Moi, je le vois plutôt dans ce sens-là. Surtout, ouais. Ok, et ben on va peut-être pouvoir passer du coup avec la troisième mauvaise signature, maintenant qu'on a passé un bon bout de temps surtout sur Middleton, du coup. La troisième signature, du coup, c'est toi, Xarf? Et moi, c'est Jimmy Butler qui signe à Miami. Ça m'a pas tant étonné que ça parce que Pat Riley, on sait qu'il veut pour sa fin en gros se faire un petit happy ending et il prend ce qu'il a, et vu leur situation il avait pas beaucoup de choix, mais je pense que c'est vraiment pas une bonne signature pour Miami. Il va un peu rehausser leur plancher, mais encore peut-être pas tant que ça, mais je pense que c'est surtout dû d'ailleurs à la conférence Est qui a un niveau très faible, hein, c'est pas un scoop. Mais par contre, je pense que leur plafond là est ridiculement bas, quoi, en ayant comme pièce principale Jimmy Butler. Le Jimmy Butler qui est patron entre guillemets d'une franchise, on l'a connu à Chicago. Certains argumenteront qu'il les tenait à une place honorable avec un effectif pourri. Moi, de ce que je l'ai vu faire sur le terrain, je pense que Jimmy Butler patron, c'est pas du tout une bonne idée. Il casse tout jeu collectif. Il bride ses partenaires, que là, aux Sixers, il s'est un petit peu effacé parce que il y avait des joueurs plus forts, tout simplement, et que ça s'est pas trop mal passé, mais j'ai peur de revoir le Butler que j'aime pas, une fois qu'il a signé à Miami. Le Butler qui a la main qui a la gonfle dans les mains, qui la monopolise, qui refuse les écrans, qui va jouer son ISO, qui est pas forcément hyper efficace, mais qui du coup a beaucoup de responsabilités, donc se relâche en défense. Ça va faire perdre en fluidité à Miami. En plus, je vois pas du tout le fit avec, par exemple, un Justice Winslow qui a été prolongé, avec un James Johnson qui est encore là, qui ont un peu le même profil quand on y pense, défenseur et plutôt playmaker en attaque, mais pas de shoot, c'est tous plutôt des grands ailiers. Et il y a un point aussi, c'est que quand même, je trouve que Miami a lâché pas mal pour l'avoir, parce que Josh Richardson, c'est quand même un très bon joueur avec un très bon contrat, faut pas l'oublier. Ils ont lâché un pic. Bon, il y a Whiteside qui est parti. Je pense qu'ils ont un petit peu aussi payé le fait de l'envoyer ailleurs. Mais ils ont aussi récupéré Leonard. Donc, le pic, à mon avis, payait aussi un peu Butler au passage, même si le deal était compliqué. Et puis, faut se rappeler que Butler a quand même été blessé un minimum gravement il y a un peu plus d'un an. Qu'il a fait des choix pour revenir plus rapidement. Et j'ai peur qu'il les paie à un moment et plutôt rapidement. Pas dans longtemps. Donc signer un contrat de 4 ans aussi cher, j'ai peur que ça devienne vite un contrat boulet. Moi, je le vois avoir très rapidement une grosse baisse de niveau, plus rapidement que ce qu'on pense. Et je pense que Miami va s'en mordre les doigts. Et sur un dernier point, c'est que vous pensez que Miami risque d'être obligé de payer la taxe cette année, à moins de réaliser un salary dump pendant la saison. Tout ça pour un effectif qui est quand même plutôt bancal, quoi. Ils vont jouer les playoffs à l'Est grâce à la conférence. Je pense pas qu'ils puissent espérer beaucoup mieux. Payer la taxe dans ces conditions, ça prouve que pour moi, t'as merdé quelque part. Toi, Dave, t'en penses quoi de ton équipe là de Miami maintenant avec Butler? Faut se rendre compte du contexte, c'est-à-dire que de toute façon,
on n'avait aucune possibilité sur la free agency jusqu'en 2020 minimum. Donc quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas signer de joueur. Et on a quand même Butler qui arrive. Donc mine de rien, ça reste un All-Star, ça reste un très gros joueur. Voilà. Après, moi ce qui me gêne, c'est que du coup, sur la première free agency qui pouvait être intéressant dans les années à venir, du coup tu auras ça de moins à proposer à d'autres free agents, quoi. Il y aura forcément Butler, et donc les joueurs vont venir en fonction de lui, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie de jouer avec lui ou est-ce qu'on n'a pas envie de jouer avec lui. Et ça, pour le coup, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de joueurs qui aient très envie de jouer avec lui. Et puis je te coupe 2 secondes, pardon, mais un des problèmes, c'est que du coup, là, ils n'auront pas d'argent l'an prochain. Il va falloir attendre 2 ans. Et je pense que leur plan, c'est de ramener quelqu'un dans 2 ans avec Butler. Sauf que, est-ce que dans 2 ans, Butler sera à un niveau qui donnera envie à d'autres free agents de venir le rejoindre? Je suis vraiment pas convaincu. Surtout que là, à mon avis, je le répète, mais pour moi, il va y avoir une baisse sportive. Le fait, c'est un joueur qui a un shoot correct en catch and shoot, qui est catastrophique en pull-up. Le fait de redevenir option numéro 1 majoritaire, son efficacité va chuter en flèche, son efficacité défensive va chuter également parce qu'il va devoir plus donner en attaque. À mon avis, il va y avoir des illusions sur son niveau de jeu. Je suis d'accord avec toi. Après, faut pas oublier qu'à Miami, il y a quand même un coach qui est référencé, qui a fait des choses vraiment très très intéressantes d'un point de vue collectif, et en défense et en attaque. Il met vraiment en place de belles choses. Alors après, oui, Butler, tu parlais d'ISO tout à l'heure. S'il est venu pour jouer ses ISO, concrètement, il va pas retrouver du plaisir, hein, parce que ça me semble complètement improbable que Miami rejoue comme ça, alors qu'il a construit des choses autour de Dragic. Est-ce que Butler, peut jouer autrement? C'est ça la question. On va peut-être le découvrir justement. Là-dessus, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, là-dessus, ça m'intéresse. Et puis, moi, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, maintenant, il va falloir attendre 2 ans en 2021 pour recruter quelqu'un à côté de lui, et on n'est pas sûr que ça vienne. Moi, là où j'ai mis encore plus de réserve, c'est quid de cette année. Pourquoi tu prends ça et tu attends 2 ans? Parce que, grosso modo, comme tu l'as dit, les résultats sportifs vont pas d'un seul coup être exceptionnels. Peut-être qu'on assurera plus facilement la place en play-off que les années passées. Mais derrière, si tu restes avec l'effectif que tu as actuellement, cette signature n'a aucun intérêt. Il faut rajouter un joueur. Il faut rajouter un gros joueur pour que ce soit intéressant. Faire une sorte de trio autour de Dragic, Butler et puis un autre joueur. Sur le forum, par exemple, je parlais de Kevin Love à aller chercher, pourquoi pas, même si c'est pas un joueur que j'apprécie outre mesure. Il faut faire un autre move, sinon ça n'a aucun intérêt. Moi, je crois que Miami n'a aucun intérêt. Miami n'a aucun asset à vendre. Il y a encore des salaires conséquents qu'on peut jumeler pour faire un package. Hein. Le problème, c'est que je pense que la plupart ont plutôt des valeurs négatives et qu'il y a très peu d'assets à coupler avec. Il faudra forcément mettre un Winslow ou un Adebayo. Moi, je t'avoue que le rookie Tyler Hero, là. Mais oui, ça sert à rien. Là, tu vas pas. Enfin, t'as le cul entre deux chaises et ça n'a aucun intérêt. Ouais. Soit tu y vas à fond, soit tu y vas pas. Mais maintenant qu'on est rentré dans l'ère de Butler, faut mettre les choses à fond et puis lâcher les chevaux, quoi. Je t'avoue que je suis assez peu optimiste pour Miami. Je suis même pas sûr de les voir en playoff l'année prochaine à cause du problème du secteur intérieur et que je visualise même pas forcément comment ça va avoir un spacing correct, quoi. Enfin, pour l'instant, quand je regarde, t'as Bama Adebayo à l'intérieur et puis ton backup, c'est quoi? C'est Myers Leonard, c'est ça, en poste 5? Pour moi, sincèrement, le secteur intérieur, l'année passée. J'ai pas assez à couper, il est mieux ou moins bien? Pour moi, le secteur intérieur est meilleur. Déjà, t'as plus Whiteside dans les pattes, qui n'apportait rien dans le jeu. Enfin, c'est sensiblement exactement la même chose, mais c'est pas le plus mauvais, enfin, pour moi, non. Ok, moi je trouvais ça effectivement un peu juste. Après, je vous ai pas beaucoup regardé, hein. Je suis désolé, j'avais ma propre merde à gérer du côté de Chicago. Mais oui, Whiteside, si tu dis qu'il avait un impact négatif, je veux bien te croire. La signature de Butler, je suis pas non plus hyper convaincu de mon côté. À voir, quoi. À voir sur le long terme, mais c'est vrai que ça s'annonce pas forcément hyper positivement. J'ai pas
mon avis, j'en sais rien. J'attends de voir. On verra ce que ça donne. Ok, bah wait and see du côté de Miami, du coup. Si Xav, t'as rien à ajouter sur le dossier Butler, on va passer rapidement sur à la volée, les mauvaises signes qu'on a en tête, là. Je vais me permettre de commencer parce que c'est un cas qui est pas mal revenu, un peu évident, mais c'est Terry Rozier Hornets pour 20 millions. Ouais, moi je suis d'accord que c'est pas une bonne chose. Hein. Disons que les Hornets ils rentrent dans une phase de reconstruction, je pense. T'as pas des jeunes à gros potentiel. Tout le monde sait que je suis un gros fan inconditionnel de Miles Bridges, mais il a pas un potentiel énorme. PG Washington, c'est un joueur que je trouve hyper intéressant, j'aime beaucoup, mais le potentiel est pas énorme non plus. Malik Monk, ça tarde à confirmer quoi que ce soit, donc je vois pas pourquoi. Monk est catastrophique, disons les mots adaptés. Merci, tu me soulages d'un poids. Effectivement, Terry Rozier, ça a pas de sens. Et bon, la durée est pas hyper longue, mais ça a pas de sens. Ils ont voulu limiter la casse en fait, sauf qu'à mon avis, ils ont fait une erreur. Ils ont recruté un joueur qui risque de les décevoir, quoi, je pense. À partir du moment où tu perds Kemba Walker, soit tu limites la casse, soit tu pars en total rebuild et puis tu casses tout et tout va le faire. Sauf que là, avec des contrats comme le contrat de Batum, le contrat de Marvin Williams, j'en oublie certainement d'autres, c'est compliqué de bazarder tout le monde parce que de toute façon, tu retrouveras rien derrière. Mais ça, c'est de Ils l'expirant. n'auraient pas pu bazarder tout le monde, c'est sûr, mais peut-être qu'il valait mieux attendre sans se rajouter par-dessus un contrat qui pourrait potentiellement gêner plus tard. Parce que j'aurais compris l'idée s'ils avaient récupéré un joueur qui leur aurait permis d'un petit peu sauver la saison. Parce que Charlotte, c'est à mon avis une franchise qui peut pas tant que ça se permettre de reconstruire complètement de la base en cassant tout. Mais je pense pas que Terry Rozier soit un joueur qui va leur permettre de limiter la casse. Bah moi, tu vois, à l'Est, je suis pas persuadé qu'un joueur comme Terry Rozier soit pas capable de faire une saison à la D'Angelo Russell. Alors je te dis pas qu'il a le même talent, je te dis pas qu'il va forcément réussir, mais je pense qu'il est capable de mettre des points, de prendre des gros coups de chaud, et sur un coup de Trafalgar, il peut arriver à se hisser au All-Star Game en étant le meilleur joueur de Charlotte. Ah ouais. Bah, le problème, c'est que Terry Rozier, c'est un joueur qui a été bon que quand il avait pas le ballon, quoi. Et à Charlotte, à part Batum, peut-être, je vois pas qui va lui prendre le ballon des mains. Pire que qui va lui prendre le ballon des mains, c'est qui va lui prendre les défenseurs. Qui attire des défenseurs à Charlotte? Ah oui, non, mais ça c'est sûr, par contre. On ne se rend pas compte du travail qu'avait à fournir Kemba, c'était miraculeux ce qu'il réalisait. Alors Rozier, il va pas comprendre ce qui va lui arriver niveau pression là. Bon bah du coup on est d'accord, Miles Bridges MVP. D'accord sur Miles Bridges MVP. Je veux dire. Sinon bah si vous avez une autre mauvaise sign, vous me dites hein. Moi j'en ai une, c'est DeAndre Jordan, qui à mon avis est signé sur 4 ans vu comment son niveau baisse à vitesse vertigineuse. Je comprends qu'ils l'ont peut-être fait à moitié pour faire venir Kevin Durant, au moins pour lui faire plaisir, mais je pense que c'est pas une bonne signature. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Et je vais même rajouter autre chose. On va peut-être trouver que je focalise là-dessus. Mais tu prends DeAndre Jordan alors que t'as un jeune qui taffe plutôt très bien dans la personne de Jarrett Allen. Ah c'est clair. D'ailleurs, disons les choses. Oui, on peut le dire. Et concrètement, tu peux pas faire jouer les deux ensemble. C'est juste impossible. Bah ça space. Non. Ça space verticalement, comme dirait certains. C'est ça. Non, mais concrètement, franchement, Jarrett Allen, tu peux pas l'aligner en 4. Non, pas impossible. Non, bah, ils vont jouer l'un en relais de l'autre, c'est obligé. Bah oui, mais l'un en relais de l'autre, ça... Après, moi je pense que... 20 minutes à Jarrett Allen. Ah bah moi je pense que c'est plutôt Jordan qui va voir ses minutes baisser drastiquement si Brooklyn veut jouer quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Il va jouer 20 minutes, DeAndre Jordan en fin de saison. Minutes la première année. Et ouais, je pense que oui, la première année. Il en joue 15. Et la troisième, il est sur le banc à être payé à tourner les serviettes. Bah, il va être tradé, il sera tradé. On verra bien, moi je suis pas certain que... Moi je pense que s'il a signé, c'est aussi parce que tu seras notre pivot titulaire. Si tu vas jouer avec Kevin Durant et Kyrie Irving, et si c'est bien ça, c'est une connerie sans nom. Après, je suis assez confiant dans le coach. Ce genre de promesse sur le long terme, personne ne promet un poste de titulaire pour 3-4 ans à un joueur comme ça. Et puis... Il sera peut-être titulaire la première année, ça je peux le croire, mais à mon avis, son rôle va décliner très vite. Mais même un an, oui, mais c'est l'année où il n'y a pas Kevin Durant, donc Brooklyn n'est pas dans la même situation. C'est inconcevable d'avoir un jeu comme Jarrett Allen
qui fait des super saisons, qui progresse tous les ans, et lui dire cette saison tu vas être le backup. Le mec va se barrer en courant dès qu'il va pouvoir se barrer en courant. Ça me choque pas qu'il démarre sur le banc tant qu'il a un temps de jeu honorable, et je pense qu'il aura ses 25 minutes. Je pense pas que DeAndre Jordan en joue 30. Moi, je pense... c'est quand même pas une bille. Moi, je pense que Jarrett Allen, dans 6 mois, il est plus à Brooklyn. Je pense qu'ils vont le trader. Je pense plutôt que c'est dans 6 mois DeAndre Jordan qu'on en parle comme un contrat coulé, malgré le fait qu'il soit pas si cher que ça quand on regarde. C'est possible, du coup, oui. Mais c'est l'un ou l'autre, ça c'est sûr. Et là, dans tous les cas, c'est pas une bonne signature, quoi. Voilà, ça, on est d'accord. Ouais. Et puis après, je pense qu'on peut aussi parler des Knicks dans leur ensemble, quand même. Ah, toi, t'es très négatif sur les Knicks. J'aime bien le manque de, enfin la courte durée des contrats. Ça me rassure un peu. Ils avaient rien à jouer là-dessus. Bon. On a beaucoup lu ça, mais je vois pas en quoi la courte durée des contrats est une bonne chose. C'est plutôt le fait que ce soit pas des longs contrats qui est une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas une bonne chose du coup. Non, c'est mais pas un point positif. Alors, c'est vrai que là, ça dépend. Là, t'as le filtre NBA, c'est les Knicks, hein. Tu vois, je pense que les fans des Knicks, ils ont un traumatisme tel qu'on leur a dit 2 ans, ils ont dit ah merci. Tu vois, ils étaient soulagés, ils étaient vraiment soulagés. Alors c'est pas une bonne chose, hein, mais ils étaient soulagés. Et dans ce cas, ça veut dire que signer quelqu'un pour 3 jours, c'est encore mieux, vu que le contrat est encore plus court. Bah, je pense que pour eux, oui. Ah, mais c'est ça, pour moi, on s'est servi d'un argument comme argument positif, qui n'est pas un argument positif, c'est juste qu'en fait, c'était plutôt l'absence d'arguments négatifs avec des contrats longs. Non, mais surtout ça, je dis pas que c'est positif, hein, je dis que c'est pas si catastrophique que ça, c'est pas une Tim Hardaway Jr., quoi. Ah bah là, non, on parle aussi d'un contrat qui était vraiment, vraiment pourri, mais le truc, c'est que moi, je comprends pas l'idée, enfin, je les vois pas être bons l'année prochaine du tout. Non, moi non plus. Ils jouent la dernière place de la ligue, clairement, avec cet effectif. Et ils ont aucun joueur qui devient une valeur marchande pour un trade. Pour moi, aucun des contrats qu'ils ont signés n'a une valeur positive sur le marché. Je vois pas à quoi ça sert, je comprends pas. Je préférais encore aller tenter des coups avec des jeunes joueurs de D-League. Tu vas peut-être en révéler un ou deux, tu vas pouvoir trader contre un asset. Ouais, mais je pense que ça va leur permettre de tanker sans ni vu ni connu. Je suis d'accord avec ça, mais moi je peux pas féliciter une franchise qui fait ça. Moi c'est pas positif. Non, je comprends. Pour avoir parlé. Je pense que t'as raison, effectivement, c'est ça. Et puis après, pour avoir parlé avec quelques fans des Knicks, il y a aussi peut-être le côté développement des jeunes. Peut-être qu'ils voulaient des mecs un peu pour entourer. Quand tu prends Taj Gibson, t'espères que Mitchell Robinson apprenne un petit peu. Quand tu prends, je sais pas, Bobby Portis. Randle et Bobby Portis, j'ai 2-3 doutes. Bah Bobby Portis, ils vont le prendre pour mettre le feu sur le banc. Alors c'est la signature qui est peut-être la plus incompréhensible, hein, Bobby Portis, parmi toutes celles-là. Pour moi, c'est la signature la plus incompréhensible. Le feu sur le banc, mais si quand il rentre en fin de premier quart, il y a déjà moins 12, ça va être bien de mettre le feu. Parce que tu parlais de Randle aussi. Randle, à la limite, ça peut être une valeur marchande dans 6 mois. Pour moi, Randle, on surestime sa valeur sportive. Ah non, mais il fait des stats et je pense pas qu'il ait un apport réel positif pour une équipe à la hauteur de ses statistiques. Non, mais moi j'ai toujours trouvé que ferait forcément une connerie. Donc je vais pas te dire le contraire maintenant. Cela dit, je pense qu'il est refourgable. C'est sans doute le plus refourgable parmi les... 2-3 doutes, moi, quand même. Vu son salaire, le problème, c'est que son profil, aucune franchise en construction ou middle va vouloir le reprendre, parce que je vois pas l'intérêt pour elle. Un contender qui voudrait renforcer son banc pourrait être intéressé, mais il va être beaucoup trop cher. Il sera toujours plus tradable que Bobby Portis pour moi. Bobby Portis, c'est pareil, personne n'en voudra. Je suis d'accord, mais pour moi, personne ne voudra de aucun. C'est assez fort probable aussi. Et puis la dernière des trois, c'est effectivement aussi Elfrid Payton. Hein. Tu prends un autre meneur qui a pas de shoot, t'as déjà Dennis Smith Jr., t'as déjà Frank Ntilikina. Bon. T'as Emmanuel Mudiay. C'est vrai. Je sais pas quoi dire sur les meneurs. À chaque fois, ils font pire que la fois précédente. T'as l'impression c'est une catastrophe. On peut se poser la question. Bah, est-ce que ces meneurs-là, ils sont pas titulaires de Team USA? Je taquine. Est-ce qu'ils seraient titulaires en D-League? C'est ça la question. Ah, on va perdre tous nos auditeurs des Knicks.
Non, ils sont très bons. On les adore. Bon les gars, je pense on va conclure là-dessus du coup. Ouais. Rien à ajouter. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. Comme pour la première, n'hésitez pas à poser un like, même si vous êtes un fan d'Enix, vraiment on vous adore. Abonnez-vous aussi à la chaîne et puis surtout venez parler NBA sur le forum 24 Seconds avec nous ou d'autres fans. Les gars, merci beaucoup pour cette deuxième émission, toujours au top. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci. Ciao.